Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le parcours de Benjamin qui est trader et formateur en trading. Bonjour Benjamin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que je pourrai tout simplement accompagner les débutants qui veulent se lancer dans la thématique que je propose, donc le trading, spéculation sur les marchés ou même investissement long terme. Et j'espère tout simplement que je pourrai partager mon expérience parce que j'ai pas mal de choses à raconter et j'espère que tout simplement mon parcours et même la passion que je vais partager ici vous plaira. Alors du coup, Benjamin, tu es venu à Dubaï, on t'a accompagné dans ton expatriation ici. Je te propose qu'on voit aujourd'hui plusieurs points. Déjà, comment tu es arrivé jusqu'au trading? Je pense que tu as un parcours qui est assez intéressant à ce sujet-là. Ton expérience client, qu'est-ce qui t'a emmené vers les Émirats arabes unis? Et puis après, on verra un petit peu plus ton métier. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours? Ça marche. Alors je vais partir vraiment de la base. Moi, je viens des cités HLM, donc comme je l'ai dit, comme on a vu tout à l'heure. En gros, j'étais pas prédestiné à ça. Vraiment, personne pouvait dire j'allais réussir dans ce domaine-là, c'était compliqué, etc. J'ai grandi donc dans le nord de la France, donc vraiment à l'opposé de Dubaï, c'est-à-dire c'est pas du tout la même météo, les mêmes personnes, la même mentalité, etc. Et en gros, au bout d'un moment, je me suis lancé à l'armée, donc j'ai fait 2 ans de pâtisserie. Ça m'a pas plu. J'ai fait 2 ans de militaire, 3 ans de militaire. Et mon père, vraiment, il voulait à tout prix que je sois militaire parce que mon oncle est militaire. Il est encore militaire. Il a fait 20 ans de service. Et mon père était militaire. Mon oncle a fait la guerre en Afghanistan. Vraiment, voilà, il était content que je rejoigne l'armée. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans l'armée. Donc, pour l'instant, rien à voir avec la finance, mais vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai continué. J'ai fait plusieurs missions. J'ai fait 10 missions Vigipirate. Donc, j'allais dans les gares, les aéroports. Je tournais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Je vais pas faire ça toute ma vie parce qu'en fait, c'est. Enfin, te lever le matin, prendre ton gilet pare-balles, mettre ton gilet pare-balles, prendre ton arme, tourner comme ça, si tu fais ça toute ta vie, enfin, c'est pas fou, sachant que tout simplement, en France, les militaires, si tu pars pas à l'étranger, tu fais pratiquement rien, quoi. Tu fais des entraînements pour rien et juste tu tournes. Voilà. La gendarmerie, elle est plus utile que nous, que l'armée. On est vraiment juste une figure. C'est que de l'apparence, l'armée. Donc voilà. Ensuite, moi, j'avais un lieutenant. Donc j'avais un lieutenant vraiment compétent. Et en fait, ce lieutenant-là, je l'ai rencontré. Donc par hasard, j'étais puni. Donc j'étais au trou. Donc on peut être puni pour n'importe quoi à l'armée, vraiment. Et du coup, j'étais puni, j'étais au trou. Et en fait, cette personne-là, elle était partie de la finance, donc la sphère finance, à l'armée, parce que tout simplement la finance, trader, etc., ça lui intéressait plus, et lui il fallait tout simplement un challenge plus haut, et du coup il a tout quitté, il est parti à l'armée, et en fait vraiment la rencontre elle s'est fait, les probabilités étaient de 0, on s'est rencontrés. Le destin. Ouais, vraiment c'était le destin, on s'est rencontrés, et pendant qu'on était au trou, parce qu'en fait au trou on a des horaires bien spécifiques, on doit nettoyer d'1 heure à 1 heure, et il nous racontait ça, il disait les gars, franchement l'armée c'est bien, moi j'étais en salle de marché, vraiment c'était compliqué et tout. Donc à l'armée on est bien, on pourrait croire qu'en France c'est dur, mais vraiment à l'armée on est bien. Ça doit encore une fois lequel régiment, mais moi c'était 13e régiment du génie à Val d'Aon, donc c'était combattant du génie, tout ce qui est déminage, etc. Donc ça allait. Si tu pars pas en opération, ça va. Et du coup, il commençait à me partager son histoire, il me parlait de la finance. Et moi, vraiment, je connaissais rien. Je viens d'un milieu où personne, mon père n'investit pas en bourse, mon père, il place son argent sur un compte et il attend. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vraiment, je découvre la bourse et il me dit pourquoi tu places pas votre argent que vous gagnez? Bon, à l'armée, on gagne entre 1300 et 1500 euros. Vous pouvez placer un peu votre argent. En plus, vous, on est nourri, logé, blanchi, c'est-à-dire on mange gratuitement, on est logé gratuitement, on peut investir, quoi. On n'a pas beaucoup de dépenses. Surtout que j'ai commencé à l'armée à 17 ans et demi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de dépenses à faire. Donc il nous dit ok, commencez à investir, regardez un peu les actions. Nous on comprend rien, on est plusieurs. On a commencé le trading, on a commencé la finance à plusieurs. Il reste que moi et un autre ami, mais vraiment on a commencé à 10, on n'est plus que 2 gars. Et du coup, on commence, on regarde, il nous explique 2-3 choses. Ça n'a pas duré longtemps parce que, on va dire, les personnes qui sont au trou, ça change. Et du coup, on essaie de garder contact avec lui. Et il nous disait, regardez ça, regardez ce livre. Du coup, on s'est auto-formé, avec ses conseils aussi. Et après, voilà, on a pris goût parce qu'en fait, à la base, il faut savoir que 90% des militaires, 99%, ils n'ont pas de but dans leur vie. À part de rester à l'armée, le but, c'est gagner de l'argent, utiliser leur argent en boîte de nuit le week-end et recommencer en boucle jusqu'à la fin de leur vie. On dirait, les premières classes, ceux tout en bas, vraiment, leur ambition, c'est 0, et du coup nous on était un peu différents, quoi. Et vraiment je connais pas mal de gens à l'armée, donc je vois c'est vraiment une différence entre nous et eux. Et on a commencé à se former, on a commencé à faire un petit groupe, on s'est dit ok viens, on s'entraîne, on voit dans 2 mois où on est arrivé, etc. Quand j'ai quelque chose en tête, quand je focus quelque chose, donc une thématique, même moi je suis un grand joueur de jeux vidéo, j'aime bien me mettre à fond. Genre vraiment je me mets à fond et je vais être le meilleur, peu importe le temps que ça va prendre. Donc je faisais mon service de 8h à 17h. 17h, 2h du matin, je regardais que des vidéos, je regardais des livres, je regardais mes analyses, voilà. Vraiment, je faisais que ça pendant 2 ans.
Et je me suis D'accord. dit, quand je veux sortir de l'armée, eh ben, à tout prix, je veux faire ça. Il faut que ça réussisse. J'en parle à mon père, impossible. Mon père, il me dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est de l'arnaque, j'ai vu à la télé que la bourse, c'est de l'arnaque et tout. Et je lui fais voir. Au début, il ne me croit pas parce que j'étais sur compte de démonstration à la base. Un compte de démonstration, c'est un compte tout simplement où tu vas trader avec de l'argent fictif, tout simplement pour pas, voilà, pour Bien pas sûr. perdre de l'argent. Et voilà, je m'entraîne, je vois que je suis rentable en compte de démonstration. Donc je passe les étapes, mais il y a pas mal d'étapes, ça prendrait longtemps. Et je lance mon premier contre-elle, donc 500 euros. Et je me souviens, donc pour ceux qui vont regarder, mes collègues militaires, on était partis à Autran. Donc c'est un peu un stage montagne, aguerrissement au froid. On part à 8h du matin, on revient à 22h. On dort dans un chalet, on a FAMAS, on est bien équipé, sac de 30 kilos. Et on marche vraiment toute la journée. On fait une petite pause, mais vraiment c'est dur. Et j'avais pris mon téléphone et j'avais lancé des positions. J'avais pris une batterie externe, j'avais pris des trades du coup. Et c'était mon premier contre-elle à 500 euros. Et au début, je connaissais rien, je ne savais pas gérer un capital, etc. Mais j'ai réussi à faire des premiers gains. Et toutes les personnes qui étaient avec moi pendant cette marche, je leur disais, hey, regarde, j'ai gagné de l'argent avec mon téléphone et tout. Franchement, c'est incroyable et tout. Bon, jusqu'au moment que c'était si facile, c'était bien. C'était vraiment mes débuts en trading. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Après la formation que j'ai fait, les conseils qu'il m'avait donné le lieutenant, l'argent que j'avais gagné, je me suis dit, ok, là, je peux plus reculer. Et je pense que y a moyen de faire son métier, faire son métier trader. À la base, c'était ça. À la base, c'était juste trader. Je voulais pas être formateur. Et donc, j'ai continué. Donc, j'ai augmenté le capital. J'ai perdu beaucoup d'argent au début, comme n'importe qui se lance dans le trading sans bonnes informations. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent jusqu'au moment où j'arrive à gagner tout simplement beaucoup plus d'argent. J'arrive à un moment où je gagne beaucoup d'argent, voire similaire à mon salaire. Donc, déjà, mon salaire n'est pas très haut à l'armée, mais je commence à gagner pas mal d'argent. Et je fais voir à mon père, il me dit ouais mais t'es sûr que ça va durer sur le long terme, parce que mon père il voit long terme, c'est-à-dire si ça marche pendant un an c'est pas intéressant pour lui. Lui il faut vraiment que toute ma vie je puisse tirer des bénéfices par rapport à ça. Donc je lui fais voir, ah, ok regarde papa, si par exemple je mets plus d'argent, je vais gagner plus d'argent. Je lui explique un peu mais mon père il vient d'une ferme, mon père est chauffeur de bus, donc comment expliquer la bourse, la finance à quelqu'un qui a vraiment jamais connu l'investissement, c'est compliqué. Et ma mère elle a jamais travaillé, donc vraiment mes parents ils croient en moi, c'est-à-dire ils savent que même là actuellement ils savent pas vraiment ce que je fais actuellement, parce que encore une fois c'est l'ancienne école, mon père grandit dans une ferme comme je vous ai dit. Mais voilà, il n'y a personne qui m'a dit aider ou même épauler. Et du coup, j'ai dû montrer mes preuves à mes parents, quoi. J'aurais dû, ok, ça marche, je vais vous faire voir qu'il y a des résultats. Et du coup, j'ai travaillé, j'ai perdu de l'argent, j'ai gonflé le capital jusqu'à donc arriver jusqu'à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire mettre beaucoup plus d'argent pour avoir un revenu conséquent. Je commençais à tirer des 1500, 2000 euros par mois. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je sorte de l'armée, parce que le problème, c'est que ça commençait à prendre trop de temps, en fait, l'armée. Ça prenait trop de temps, et si je voulais me spécialiser, augmenter quelque chose dans mon trading, je pouvais pas gérer l'armée, parce que des fois j'avais des gardes, et les gardes à l'armée ça peut être vraiment, vraiment épuisant. On peut faire par exemple 6h du matin, midi, mais non-stop, c'est-à-dire debout, gilet pare-balles, FAMAS, et on attend. Il n'y a pas de pause, et voilà, donc ça. Et du coup j'avais des positions en cours, donc des fois je pouvais pas prendre des trades, je pouvais pas suivre correctement mon plan de trader, quoi. Et du coup je me suis dit, il faut que j'arrête. Bon, j'ai fait une chose que personne, j'incite pas à faire, mais je me suis mis en arrêt maladie à l'armée pour voir si je pouvais vraiment vivre du trading tout seul, sans armée et tout. Et ça a marché. Et là, j'ai compris quand même que le trading, ça restait des probabilités. Donc, il faut quand même quelque chose à côté. Donc, je me suis dit, OK, je vais économiser énormément d'argent pour l'époque. Je mets un bac de côté, c'est-à-dire 6 mois à 1 an de sécurité. Et au moins, si je me lance, tout simplement, j'ai quelque chose derrière. Mon père, il m'a dit, OK, c'est correct et tout. Et si tu n'y arrives pas, tu repars quelque part et tout. Donc, j'avais un peu ce stress parce que mon père est vraiment derrière moi depuis que je suis petit. Et je dis, OK, je dois tout donner et tout. Donc, je sors de l'armée. Au début, je vis convenablement du trading, même si tu as tout le temps des mois en perte. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 12 mois positifs. Ça, c'est les vendeurs de rêves qui promotionnent ça. C'est pas possible. En fait, probabilité, c'est que des pourcentages. Tu peux finir en positif, tu peux finir en négatif, tu peux finir sans gagner d'argent. Et du coup, je l'ai vite compris. Et je me suis dit, pour associer donc, le trading, parce que je gagnais bien ma vie, mais encore une fois, c'est un peu stressant. C'est un métier stressant de base. Je me suis dit, je vais ajouter une activité à côté. Et là, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Au début, c'était des vidéos gratuites. Donc, pour ceux qui me regardent depuis le début de ma chaîne YouTube, au début, je n'avais pas proposé de formation, vous le savez. Et au bout d'un moment, j'ai une demande, c'est-à-dire, propose une formation. Parce qu'en fait, les gens, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si tu leur proposes, même si c'est le meilleur contenu gratuit possible en trading, ils vont pas le prendre au sérieux. Il y a uniquement s'ils payent en fait. Et je sais pas si vous connaissez un peu ce domaine des formations où la personne, tu lui proposes même si c'est le meilleur contenu gratuit,
pour eux, c'est pas sérieux. Il faut qu'ils payent pour s'investir plus. Et du coup, bah, les gens, ils avaient besoin de ça, que je propose un contenu payant, donc c'est pas super cher. Et quand ils payent, bah, tout simplement, ils sont largement plus investis. Ils disent, OK, j'ai payé, bah, je dois tout simplement rentabiliser mon achat. Et bah, ça c'est devenu intéressant parce que bah, ça a pris. J'ai jamais fait de publicité, ça faut le savoir aussi. Donc c'est vraiment contenu 100% organique. Et ben c'est beaucoup de personnes de l'armée qui sont venues rejoindre ma chaîne. Après, ça a pris, c'est-à-dire bouche à oreille, etc. Et du coup, bah, j'ai réussi à former. Bah, là, actuellement, autour de cette vidéo, j'ai 60 000 abonnés et j'ai 5 millions de vues sur ma chaîne YouTube sans aucune publicité. Et voilà, juste bouche à oreille. Et franchement, c'est un contenu organique aussi. Et c'est vraiment cool. Du coup, maintenant, ben, j'ai la casquette de trader. Maintenant, je trade un peu plus des. Avant, j'étais spécialisé sur le marché du Forex, donc c'était un marché d'échange, un peu compliqué si vous ne connaissez pas la finance. Mais maintenant, je suis plus sur les actions, c'est-à-dire les actions Apple, Microsoft, etc. Et c'est un peu plus long terme, c'est-à-dire une position, elle peut durer 3 semaines, comme 2 mois, comme 3 mois, mais les performances, ils seront tout autant intéressantes. C'est loin du cliché du trader qui va prendre des positions tous les jours derrière son ordinateur, à faire 800 transactions par jour, être stressé, voilà, sûr, non, ça n'existe pas, ça existe, mais en salle de marché, ou alors, pour moi, c'est du trading salarié. Moi, je préfère faire du trading plus investissement. Je prends une position, le plan est prêt, je prends la position, j'attends, ça marche pas, ça marche, voilà, je prends mes bénéfices. Et en plus, du coup, j'ai la casquette formateur qui vient ajouter un complément de revenu en plus de mon trading. Et comme ça, même si par exemple mon trading fait un mois pas très intéressant, bah derrière, ok, bah, j'ai mes formations, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai les coachings, etc. Et tout simplement, bah, je suis serein, quoi. Je dirais, oh, je vais survivre et tout. Après, là, ça va. Mais au début, c'était un peu difficile. Même avec la vente de formation, c'était difficile. Difficile, non et oui. Je gagnais toujours plus que l'armée. Mais quand tu pars d'une famille salariée et que quand tu pars dans l'entrepreneuriat, pour toi, tu te dis, OK, tous les mois, tu vas gagner X somme. Alors que pas du tout. L'entrepreneuriat, tu peux gagner très bien. Tu vas dire, oh, c'est incroyable. Et le mois suivant, tu vas dire, ah ouais, ce mois-ci, c'était pas fou. Et il faut pas prendre la grosse tête et se dire, sur ton meilleur mois, OK, bah, je vais vivre avec l'argent de ce meilleur mois. OK, bah, je vais faire un crédit, je vais faire, etc. Et je pense que ça, c'est le gros piège dans l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou même le trading, n'importe quoi, c'est bien gérer ses finances par rapport à des revenus en denti. Je ne sais pas ce que vous pouvez apporter sur ça, mais je pense que c'est intéressant. Non, mais c'est super intéressant. Si on résume un petit peu, du coup, bah, c'est un beau parcours parce que tu es parti de rien, dans le nord de la France, à l'opposé de Dubaï. Du coup, papa chauffeur de bus, maman mère au foyer. Donc, c'est intéressant. Du coup, tu es parti du coup, vers l'armée parce que plutôt ta famille t'a un peu incité, poussé à ça. Tu as fait une belle rencontre. Cette personne-là, est-ce qu'elle était peut-être formée dans le trading? Elle avait une formation elle a fait des études institutionnelle? Études de finance. Des études de finance. Ensuite, tu as vu que finalement, ça marchait. Et ce que j'aime bien dans le discours, et je pense que c'est très vrai, c'est qu'il faut avoir une certaine prudence. Et tes parents t'ont soutenu, donc ça, c'est chouette. Mais ils t'ont aussi peut-être amené aussi à te poser la question de qu'est-ce que je mets de côté? Qu'est-ce que je fais pour, on va dire, avoir assez d'économies pour me lancer totalement et lâcher effectivement un métier salarié pour devenir entrepreneur? Parce que ça, c'est pas tout le monde qui est capable de sortir on va dire, du confort du salariat, du confort d'une carrière militaire où finalement tout est tracé. Finalement, un militaire qui veut rester dans l'armée, il peut rester dans l'armée très longtemps. Donc c'est un confort qu'on quitte. On va dire on tente sa chance. Peut-être ce qu'on n'avait pas abordé dans ton développement et dans ton parcours de vie. De tout ce que tu viens de nous raconter, qu'est-ce qui t'a emmené aux Émirats Arabes Unis? Ok, bah, je vais commencer de base. Juste une petite anecdote par rapport à mon père. Mon père, c'est quelqu'un, il va vraiment faire attention à son argent. C'est-à-dire qu'il travaille depuis 18 ans en tant que chauffeur de bus. Et pour lui, tous les jours, demain, le monde peut s'écrouler. Donc, c'est-à-dire qu'il va mettre un maximum d'argent de côté. Il va jamais dépenser, etc. Donc, vraiment, ça va. Je remercie pour l'éducation que j'ai eue par rapport à ça. Mais j'ai jamais été je gagne beaucoup d'argent, je dépense tout. Et ok, bah, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Mon père, vraiment, il m'a bien formé sur ça. Et ça, je le remercie. Bah, je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc je le remercie. Et du coup, comment je suis arrivé donc, du nord de la France aux Émirats Arabes Unis, du coup Dubaï? Tout simplement, premièrement, je pense que c'est la météo, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de soleil. Je me lève le matin, si c'est gris, tout simplement, n'importe qui pourrait le dire, mais on est aigri, on est mal réveillé. Moi, j'aime bien marcher le matin au soleil, juste un truc basique, on peut le faire partout, mais aux Émirats Arabes Unis, c'est un désavantage, et il y en a plein d'autres. Donc, pour moi, la météo, c'est vraiment quelque chose qui change. Je ne suis pas la même personne, vraiment. Pour ceux qui regardent mes vidéos, ils savent que quand je suis en France, je fais des vidéos, on dirait que je suis blasé, je ne suis pas blasé, c'est juste que vraiment, la France, ça me... Voilà. Et ici, alors que soleil, tu peux te lever à 6h du matin, tout le monde est actif, franchement, c'est le côté entrepreneurial, un mindset de la ville aussi. C'est vraiment, même les rencontres, le réseau, la ville, elle vit, quoi. Les créateurs, on a été visiter le Burj Khalifa juste hier, le créateur, il n'y a pas de limite en fait. Ici, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Et du coup, toi, quand tu as un business, quand tu es trader, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas de limite non plus. C'est un peu l'image de la ville. Alors qu'en France, si tu parles d'argent, déjà c'est tabou, donc déjà c'est compliqué. Et ici, tous les rêves que tu as, je pense que tu peux les réaliser si tu t'en donnes les moyens, bien sûr.
Et du coup, pour moi, les Émirats, c'est vraiment incroyable. Et au-delà de tout ça, je pense qu'au-delà de la météo, même la fiscalité, c'est très intéressante parce qu'il faut bien souligner que la fiscalité, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en France, quand vous gagnez énormément d'argent comparé aux Émirats arabes unis, enfin, vous avez 2 vies aux Émirats, vous avez une vie en France. Vous pouvez faire 2 fois les choses que vous pouvez être en France. Enfin, voilà. Et moi, c'est vraiment la sécurité. Moi, la sécurité, c'est quelque chose qui me... Je ne comprends pas comment en France, on arrive à un niveau de sécurité pareil. Et moi, j'ai une copine, du coup, en France. J'ai une copine en France. Elle sort, par exemple, elle sort du boulot à 19h. À 21h, elle va dans sa rue. Il y a moyen de se faire agresser. Enfin, en 10 minutes de temps, elle peut se faire agresser par une personne. Elle peut faire... Voilà. Pour moi, la France, c'est vraiment compliqué au niveau des sécurités. Enfin, surtout pour les filles, généralement. En vrai, en tant qu'homme, je pense que c'est mieux. Mais vraiment, en tant que fille, c'est un peu joli, etc. La sécurité en France, c'est zéro. Suffit que moi, j'habite dans le nord de la France, dans un quartier un peu, comment dire, reculé. Enfin, j'habitais, du coup. Et enfin, il n'y a pas vraiment de sécurité. C'est pas genre à Lille ou Paris ou Champs-Élysées ou... C'est vraiment un endroit où tu peux te faire agresser n'importe comment. Et on a pu voir avec ce qui s'est passé dernièrement, mais ça donne encore moins envie de rester en France, tout simplement pour la sécurité, quoi, tout simplement. Si par exemple, ici, on achète une belle voiture, il y a combien de probabilités qu'il lui arrive quelque chose? En France, il y a même des personnes qui ne nous connaissent pas, ils vont griffer la voiture, ils vont casser la voiture pour aucune raison, alors que, je l'avais dit à un ami à moi, mais ça tombe, la personne qui va casser la voiture, ben, c'est le médecin qui a sauvé potentiellement quelqu'un de sa famille. Enfin, vraiment, la France, les gens, ils réfléchissent pas pour moi. Et du coup, ben, j'ai vraiment voulu me dissocier de ça. La France, je trouve vraiment, ça rabaisse les gens vers le bas. C'est un peu aussi un pays, attention à ce que je dis, mais c'est un pays un peu haineux. Enfin, voilà, ils sont jaloux, etc. Et ici, vraiment, je pense que c'est beaucoup mieux. Et on peut croire que c'est superficiel, etc. Mais je pense pas. En vrai, c'est comme partout. Il y a, même à Paris, aux Champs-Élysées, il y a des gens qui sont plus superficiels que ici. Il y a un mois, j'étais à Monaco, c'est beaucoup plus superficiel qu'ici. Et Monaco, c'est 3 fois plus superficiel. Enfin, les gens, c'est du paraître à 1000%. Ici, c'est un peu moins. En vrai, c'est sûr, encore une fois. Non, mais on trouve tous les niveaux de vie ici aux Émirats, je suis d'accord. Tous les types de population, et en fait, les personnes qui ont ce genre d'idée, en général, elles viennent pour très peu de temps. Elles font tous les grands classiques des Émirats arabes unis, le Burj Khalifa, les lieux très touristiques, et donc ils ont une vision quand même assez biaisée de ce qu'on peut y trouver, surtout s'ils ont fait les restaurants les plus connus, ça donne une impression, ça je suis d'accord. Mais alors du coup, parce qu'il y a quand même plein de pays dans le monde où il y a du dynamisme, où il y a une fiscalité avantageuse, où il y a du soleil. Quand est-ce que tu as entendu parler des Émirats la première fois et qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas? Alors les Émirats, la première fois que j'ai entendu, alors je vais pas vous mentir, je m'en souviens plus, mais moi en fait j'ai fait un tableau, j'ai fait pas mal avec la Thaïlande, j'ai fait pas mal de comparatifs. Dubaï, c'est donc Air France vol direct, ça peut aller jusqu'à 5h50 de vol, donc je peux partir à 23h chez moi, par exemple si je pars de Paris, et à 6h du matin je suis à Dubaï, donc déjà ça c'est vraiment intéressant. Si par exemple ma famille, ma mère, ma soeur, mon père ils ont un problème, là je peux prendre un avion et ce soir être chez moi. Donc Thaïlande c'est un peu plus loin, donc déjà c'est un peu plus compliqué. J'avais hésité entre juste Thaïlande et Dubaï, j'ai pas vraiment regardé d'autres perspectives. Mais vraiment, ouais, les Émirats, je les ai choisis. Donc, j'ai dit météo, fiscalité, sécurité. Et aussi, vraiment, ce que j'aime bien, tout simplement, c'est que tu n'as pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour trouver toutes les activités que tu veux. Par exemple, là, on a loué simplement un studio de podcast. C'était à 10 minutes d'où je suis. Et tu vas aller à la mer, c'est à 5 minutes. Si tu vas aller au magasin, c'est à 5 minutes. Vraiment, tout est proche. Alors que moi, où j'habitais, dans le nord de la France, si tu veux aller quelque part, enfin voilà, tu dois prévoir. Alors qu'ici, tout est à disposition rapidement. C'est un peu paquet, quoi. On va dire Dubaï, c'est un peu tout est regroupé. Et moi, j'aime bien ça. La simplicité, la rapidité aussi d'avoir les services aussi. La première fois que j'ai fait un test PCR pour rentrer en France ici, la personne, elle est venue en 20 minutes. J'ai payé moins cher qu'en France. Je ne vais pas te donner les tarifs, mais par exemple, donc avant de partir aux Émirats, je suis parti dans une agence, une clinique en France. J'ai payé vraiment cher. Je suis venu ici, c'est à domicile. Donc elle est venue, la madame, elle est venue, elle m'a fait mon test PCR. J'ai payé 2 fois moins cher alors qu'elle est venue chez moi. Alors, hop, elle m'a envoyé un mail. En 1 heure, j'avais mon test PCR. Je suis rentré. Et voilà, enfin, tous les services qu'on retrouve sur toutes les applications qui sont en vrai sont incroyables. Et tout est facile. Tu gagnes beaucoup plus de temps. Et je pense que ouais, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Et quand tu vas dans un autre pays, quand tu visites les Émirats assez longtemps, donc là, ça fait quasiment 1 an du coup, tu as l'impression que les anciens, comment dire, les autres pays sont un peu dans le passé. Ici, c'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le futur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un peu. C'est très moderne. Ouais. Après, moi, ça fait beaucoup plus d'années que je suis là, donc je me suis habituée, c'est devenu un petit peu mon standard. Donc il y a des choses que je vois plus, mais effectivement, c'est très moderne et en termes de service, il y a rien à dire. Honnêtement, tout est bien fait. Du coup, ça me donne l'occasion de rebondir. Donc ça fait un peu plus d'1 an que tu es ici. Comment t'es venue aux Émirats? Bon, j'ai la réponse, mais comment t'es venue aux Émirats? Par quelles étapes peut-être de cheminement de pensée t'es passé pour venir jusqu'ici? Et puis comment s'est passée aussi l'expérience client? Alors moi, premièrement,
la première fois que j'ai eu peur de partir quelque part tout seul, c'était à l'armée, ok. Donc depuis ce moment-là, j'ai plus peur de partir tout seul. J'ai déjà parti en vacances tout seul, donc je me suis dit, ok, je vais m'expatrier. Donc avec toutes les raisons que je vous ai dit précédemment, je vais m'expatrier. Il faut que je trouve déjà une société sérieuse. Donc j'ai demandé à pas mal de personnes, ok, est-ce que tu connais une société? Donc encore une fois avec des bons tarifs, parce que bon, le but c'est pas de te ruiner quand tu t'expatries, quelque chose de sérieux. Et moi, le plus important, au-delà de payer, au-delà de ça, c'était vraiment l'accompagnement. En vrai, parce que je parle pas très bien anglais déjà de base là, et avant quand je suis arrivé encore moins. Donc il me fallait vraiment une société française où je puisse m'expatrier à Dubaï et qui vienne tout simplement s'occuper de moi, vraiment m'aider dans les démarches. Et ben vous, je pense, c'est vraiment, je crois que c'est le top, hein. Je sais pas si je peux dire les informations, mais on vient me chercher, enfin, on me prend à un endroit B, on me demande mon passeport, j'ai juste à suivre la personne, on donne les informations, on donne les documents pour moi, tout est fait pour moi, je suis le monsieur qui m'a accompagné, je le remercie d'ailleurs, il m'avait vraiment aidé. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce qu'il disait, mais vraiment, pas lui, hein, mais les personnes qui me demandaient les documents, j'ai juste à le suivre et tout a été fait. Et en vrai, en 3 semaines, j'avais eu mon Emirate ID, ça a été super vite, mon compte bancaire, ça a été super vite, mon compte courant, mon compte pro. Et en vrai, j'ai vraiment eu pas grand chose à faire, avoir des échanges avec vous, donner mes documents. On m'a demandé mon avis sur certaines choses, quelle banque, etc. Moi, j'ai dit, je vous laisse faire. Et j'ai tout donné. Voilà, alors qu'en France, la différence, j'étais passé par un avocat fiscaliste pour créer tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des frais cachés, il faut rajouter tout le temps des choses. Puis même fermer une société, ouvrir une société. Enfin, en France, disons, l'administration, tout ça, c'est vraiment compliqué. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'était pas comment dire un rêve, mais on aurait dit trop facile. En fait, on aurait dit trop facile. Après, je pense que c'est vous qui avez mis en marche en mode. Ouais, en fait, on simplifie les étapes, mais si on doit faire un petit peu concret, comme ça, les gens ils savent aussi. Tu as signé une procuration. Tu nous as donné les documents, donc on a pu faire les choses à ta place. Donc, société, enregistrement administratif, demande de visa résident, visite médicale et prise d'empreinte. Tu étais avec Man, du coup, dans les centres administratifs, parce que forcément, on ne va pas te remplacer pour ces étapes-là, mais on était là. Validation du visa, Emirates ID, puis ouverture de compte bancaire professionnel et personnel. Donc, on va dire, c'est plutôt... Il y a du travail derrière. J'ai une équipe derrière aussi. Mais grosso modo, toi, ce que tu as vu, c'était surtout la partie, je pense, visite médicale et prise d'empreinte pour laquelle tu dois avoir quand même un souvenir parce que c'était le moment où tu participais le plus. Oui, mais vraiment, participer le plus, c'est très minime. Enfin, vraiment, je suis venu, j'ai pris 2 photos, j'ai fait empreinte digitale et j'ai pas eu besoin de faire des démarches vraiment, on va dire, grandes plus que ça. Vraiment, vous avez tout géré. Et je pensais qu'au début, pas que ça allait pas marcher, mais pour moi, c'était trop facile. En fait. C'était trop facile. Comme je parle pas anglais, donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui potentiellement parlent pas très bien anglais et qui se disent, ok, si je m'expatrie à Dubaï, est-ce qu'il faut vraiment parler anglais? Déjà pour les démarches, non, parce que vraiment, ils vont tout gérer pour vous. Et après, vous avez le temps tout simplement de vous entraîner vous-même et même avec les locaux d'ici. Enfin, vraiment, c'est facile en vrai. Tu sors dehors, tu vas parler avec des personnes, tu prends le beurre, tu prends le taxi, tu discutes, tu essaies de peaufiner, perfectionner ton anglais. Et après, je pense que ça va tout seul. C'est plus facile à apprendre sur le terrain que via des vidéos ou via des cours, via des livres. Bien sûr. Donc je pense que même si c'est un frein pour vous, en vrai, parler anglais à Dubaï, pour l'expatriation, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Et après, je pense que c'est au feeling. Hein. Par exemple, tu vas faire une sortie, tu vas parler avec la personne. C'est juste encore... Voilà, c'est au bout d'un an, je pense, au bout d'un an, même si tu fais pas ça tous les jours, ça peut très vite arriver. Moi, c'est ce que j'ai pas voulu me chercher. J'ai pas voulu tout faire pour parler anglais. C'est vraiment avec le feeling, en sortant, je vais faire mes courses, etc. Et voilà, c'est comme ça que... j'ai réussi tout simplement à développer basiquement mon anglais. Je ne suis pas encore un professionnel, mais c'est suffisant tout simplement pour vivre aux Émirats. Je pense pas qu'il y a... Mais ça, c'est un super retour d'expérience parce qu'il y a des personnes qui se posent justement la question, est-ce qu'on peut venir aux Émirats même si on ne parle pas bien ou pas du tout anglais? Et c'est ce que je dis à chaque fois, mais bon, c'est mieux que quelqu'un le dise aussi. On n'est pas obligé de parler anglais. Ici, les gens, on va dire, disent ce qu'ils ont à dire en anglais. Ça peut être faux, ça peut être grammaticalement hyper incorrect, mais du moment qu'on arrive à se comprendre, on fait simple, il n'y a jamais personne pour se moquer aussi, c'est important. Il n'y a personne qui nous fait sentir qu'on parle mal anglais. Du moment tout le monde fait son effort, et puis finalement la cohabitation, parce que je pense que depuis que tu es ici, tu as vu qu'on est quand même un certain nombre d'expatriés de différents pays, et la cohabitation, elle se passe plutôt bien. Et je trouve aussi que c'est un aspect intéressant par rapport à la France, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait de pouvoir rencontrer justement du monde, de tous les pays, toutes les langues, toutes les cultures. Alors, je vais revenir sur un truc avant de répondre à cette question. Par rapport à se moquer des gens, par exemple, qui ne parlent pas anglais, et ça m'a vraiment choqué, c'est que moi, en France, j'aime bien, on va dire, les beaux magasins, etc. Donc, je fais tout avec ma sœur, c'est-à-dire je vais au magasin avec ma sœur, je fais des voyages avec ma sœur, et ma sœur, vraiment, elle s'habille, c'est une Belge, du coup, elle habite maintenant en Belgique, et elle s'habille vraiment comme elle veut, mais sans vouloir plaire à personne. Et en fait, en France, ils sont un peu dans le m'as-tu vu, c'est-à-dire, par exemple, si tu vas rentrer dans un magasin un peu de haut de gamme, on va te regarder de haut en bas, et on va te montrer juste avec le visage que tu n'as rien à faire ici. Alors qu'à Dubaï, n'importe qui
qui peut être n'importe qui. Un mec qui peut être habillé t-shirt blanc basique, qui peut être multimillionnaire. Et ici, tu rentres par exemple, je dis des marques, mais tu peux rentrer chez Louis Vuitton ou des autres magasins de luxe et t'as pas cette chose. Et ça m'a choqué, c'est le premier truc qui m'a choqué. C'est que par exemple, encore une fois, un exemple sur mon père, mais mon père, c'est à l'ancienne école, chauffeur de bus, etc. Pourtant, il y a pas mal d'argent, mais il rentre dans un magasin, on le regarde comme si vraiment c'était un cafard. C'est un truc, mais vraiment, on le regarde comme si, ah ouais, ce mec-là, il va rien acheter et tout. Et en France, à Dubaï, il n'y a vraiment pas ça. Et ça, j'étais vraiment choqué. Il n'y a pas de jugement, comme on dit, il n'y a vraiment pas de jugement. Il n'y a personne qui va se moquer. Moi, je suis arrivé à la banque, tout ça, la dernière fois, j'avais un problème avec ma carte. Je suis arrivé à la banque. Et il n'y a personne qui se moquait de moi ou qui me faisait. Ils ont vraiment été droits, directs, les mots que je pouvais comprendre. Ça a été super simple et tout. Et ça, j'étais vraiment choqué. Il n'y a personne qui est là pour se rabaisser. Alors qu'en France, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, il va pas hésiter à te le faire comprendre. Ou alors, ça, c'est vraiment une différence. Alors qu'on pourrait croire que c'est tout simplement l'inverse. On pourrait croire, ouais, Dubaï, on va te citer. Si t'es une petite fourmi, on va te marcher dessus et tout. Alors que pas du tout. Et ça m'a vraiment choqué. Parce que du coup, c'est tout l'inverse que ce qui se fait entendre sur Internet, en fait. Est-ce que tu as vécu après c'est vraiment. Ça m'est arrivé plein de fois, donc ça m'a choqué. C'est pour ça que j'ai oublié cette anecdote, mais je viens de la ressortir. Mais ça m'a vraiment choqué, le fait qu'en France, ils n'hésitent pas vraiment à rabaisser la personne s'ils voient qu'ils sont en dessous de toi. Alors qu'ici, on ne sait pas c'est qui en face. Ça tombe, c'est un multimilliardaire qui est là, il rentre dans le magasin, tu ne peux pas te permettre de. Et du coup, il y a ce respect. Et du coup, pour revenir du coup sur la question. Ici, il y a tellement de nationalités, de pays différents, que je pense en termes d'expérience, moi ça me fait penser à l'armée, parce qu'à l'armée, quand on arrive en France, il y a des mecs qui viennent de Guyane, il y a des mecs qui viennent de Martinique, il y a des mecs qui viennent de Guinée, vraiment de pas mal du monde, des Tahitiens aussi, pas mal d'amis tahitiens qui ont regardé ma vidéo sûrement. Et en fait, ça fait un peu, je dis ça souvent, mais une salade de fruits. Et du coup, tu vas apprendre des habitudes des autres, des coutumes, voilà, des expériences. Et franchement, c'est super enrichissant. Et du coup, je retrouve ça à Dubaï, qui est vraiment incroyable. En France, le problème, c'est que si tu vas à l'école française, si tu vas là dans des lycées, c'est vraiment que des Français avec leur expérience française et les habitudes françaises. Donc, tu n'as pas cette ouverture d'esprit que tu auras par exemple à Dubaï, parce que il y a plein de gens qui viennent du monde entier, et à l'armée. C'est pour ça que pour les militaires qui me regardent, ils vont dire la même chose. Moi, mes potes, c'était des Tahitiens. Ah, tiens, nous, dans notre pays, ils allaient pêcher à la main. Vraiment, en France, jamais on fera ça de notre vie. Et tu apprends un peu comme ça. Et à Dubaï, je retrouve la même chose. C'est trop cool. La dernière fois, j'étais dans le Uber et je parlais au monsieur. Aussi, ils ont vraiment une ouverture d'esprit par rapport à l'argent qui n'existe pas en France. La personne du beurre, elle pouvait me dire ses revenus comme ça. Genre, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se parlait, on a fait 1 heure de beurre ensemble. Je pense que c'était pour récupérer des documents chez vous. Et il me posait des questions, parler, etc. Et il me disait, ok, moi je viens de. Je crois qu'il habitait en Thaïlande, tu sais plus, vraiment, il n'était pas originaire d'ici. Et il me racontait son parcours, etc. Et en 1 heure, j'avais appris plus qu'avec des personnes que j'ai parlé des années en France. Et je pense que même pour grandir, au-delà du fait de l'argent, etc., pour grandir mentalement et même s'épanouir, rencontrer des gens de partout, voir ce qu'ils ont vécu, etc., ça te remet un peu les pieds sur terre et tu te dis, ok, je suis pas si mal dans ma vie et c'est cool. Moi, j'ai vu ça avec l'armée par rapport aux Tahitiens. Petits, ils n'ont pas vraiment de chance des fois, et nous en France on a tendance à se plaindre pour rien, alors que on ne devrait pas se plaindre, quoi. Vraiment, ouais, bien sûr, mais même ton parcours personnel, finalement t'étais pas prédestiné à ça, et tu as quand même réussi, en tout cas on verra ce que ça donnera sur le futur, et je te souhaite le meilleur, mais déjà rien que sur ce parcours-là, on voit déjà une sacrée évolution, donc non, c'est intéressant, mais du coup, je le vois, ton parcours militaire, il t'a quand même forgé. Est-ce qu'il t'aide au quotidien pour ton trading ou pas tous les jours. Ouais. Tous les jours, en fait, parce que l'armée, c'est quoi? C'est que de la discipline. C'est-à-dire que psychologie, discipline, c'est vraiment en fait les deux clés pour le trading qui puissent réussir. Tu peux être le meilleur stratège, tu peux être vraiment le meilleur, tout ce que tu veux, mais discipline et donc psychologie, c'est vraiment le cœur du métier de trader. Et donc à l'armée, quand tu restes, je vais dire un exemple, mais si tu restes debout pendant une cérémonie pendant 4h30, parce que par exemple tu prépares le 14 juillet, cérémonie française, et que tu restes avec ton arme, donc vraiment en posture, en garde à vous, enfin vraiment, tu peux pas bouger, tu peux pas bouger un doigt, tu peux vraiment pas bouger pendant 4h30 tant que la cérémonie elle se déroule, même s'il pleut, même s'il grêle, tu n'as pas le droit de bouger. Et donc, au bout de 3h30, tes mains ils tremblent. Moi, il y a des potes à moi, ils se reconnaîtront, mais il y a des potes à moi, ils font des comas. Des fois, ils tombaient dans le coma, ils tombaient dans les vapes, ils se faisaient ramasser. Mais vraiment, c'est plein de petits trucs comme ça à l'armée qui font que quand tu te retrouves derrière ton ordinateur, tu trades. Donc déjà, tu es assis confortablement, tu es sur ton ordinateur, tu es en train de trader, parce qu'encore une fois, on ne trade pas sur téléphone, on trade sur ordinateur, et tu es en train de trader. Et quand je repense à l'armée, je me suis dit, l'armée, c'est 1 million de fois plus compliqué que tenir ma position en trading. La psychologie, c'est rien comparé à l'armée. Et d'ailleurs, pour ceux je sais qu'il y a des traders, des militaires, anciens potes à moi, qui sont se lancés dans le trading, ils ont beaucoup plus de facilité que des personnes qui ne sont pas passées par l'armée. Parce que tout simplement, militaire, ça te forge vraiment au niveau de la psychologie et de la discipline que tu trouveras nulle part ailleurs, je pense. Il doit y avoir des métiers similaires, mais la psychologie et du coup la discipline, je vais essayer de trouver une anecdote qui pourrait être intéressante. Mais par exemple, pendant les marches, comme je disais tout à l'heure, on est parti à Autran, mais 8h, 22h, on a 2 pauses.
Tu peux pas dire, ok mon lieutenant, ben, je veux arrêter maintenant. Et dire, on est à 2000 mètres d'altitude, tu rentres comment tout seul? Voilà, enfin, c'est psychologie, c'est discipline. Avec tout ce que j'ai fait à l'armée, les gardes aussi, j'ai fait la plus grosse mission que j'ai fait en termes de. C'était difficile. Ça s'appelle le Sansup, c'est un camp d'entraînement en France où tu testes de la guerre urbaine, voilà, enfin, c'est un peu long à expliquer, mais on est dans un véhicule blindé, on n'a pas le droit au chauffage, donc on doit se cacher dans la forêt, on doit cacher un peu le véhicule avec des feuilles, voilà, pour se mettre dans le décor. Et en gros, c'est en hiver. Donc en hiver, il fait facilement -16, -17 degrés. Donc la nuit, on doit dormir dans ce véhicule blindé qui est en fer, en ferraille, quoi. Et du coup, il fait encore plus froid dans le véhicule blindé que dehors. Donc certes, on a vraiment plein de couches, mais ça arrange pas la chose. Et toute la nuit, on doit dormir comme ça. On n'a pas le droit de sortir parce qu'on doit attendre les ennemis. Encore une fois, c'est une simulation, c'est un entraînement, mais on doit faire, comment dire, ils disent entraînement difficile, guerre facile à l'armée. C'est-à-dire que l'entraînement, tu dois faire vraiment comme si c'était du réel. Et quand ils disent si un jour il y arrivera vraiment quelque chose, ça sera beaucoup plus facile. Et du coup, quand tu fais tout ça, quand tu fais des missions à -17 degrés pendant une semaine où tu peux pas te laver, te brosser les dents, c'est ta dernière envie, tu veux juste boire chaud, boire des choses chaudes, manger, avoir chaud. Enfin, quand tu deviens trader, les gens qui disent j'ai des problèmes de psychologie, etc. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas vécu des choses plus compliquées que ça. Et du coup, moi, je suis bien content de. Ça tombe, j'aurais jamais été rentable d'ailleurs si j'aurais pas fait l'armée, parce que ça m'a vraiment aidé. C'est bien, tu mesures ta chance, ça se ouais, voit. Ça, c'est sûr. Mais c'est chouette de garder ça. Et peut-être, du coup, si on parle de ta formation, parce que du coup, tu as ton trading, tu as ta formation. J'ai compris que tu étais plutôt trading analytique, etc. Sur ta formation, elle ne s'adresse pas qu'à des personnes de l'armée, elle s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses que tu as repris de ta formation à l'armée, que tu donnes peut-être en plus, par exemple, parce qu'il y a quand même un certain nombre de formations en trading. Est-ce qu'il y a des choses que tu as repris de tes formations et de ton expérience professionnelle qui fait que ta formation aujourd'hui, elle est peut-être différente ou mieux ou qui s'adresse peut-être à des personnes qui ont peut-être plus de difficultés avec la discipline, avec la psychologie? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, la différence déjà de base, c'est que je suis militaire. Donc déjà, j'ai un avantage où ça tombe, il y a des personnes qui ont d'autres avantages, mais moi, j'ai cet avantage-là d'avoir la discipline. La psychologie, je la connais par cœur. Je sais comment la gérer. Et du coup, j'ai fait des plans dans ma formation, donc des plans bien préparés, où tout simplement les débutants ou même les intermédiaires qui vont se lancer, ils n'auront pas besoin de gérer tout ce qui est psychologie et discipline. Et je sais d'ailleurs, il y a tout le monde de ma formation qui va regarder l'interview et ils savent. Donc c'est des plans bien préparés que j'ai pensé en amont. Donc c'est pas fait en un jour, vraiment j'ai pensé. J'ai consulté des centaines de débutants, des milliers de débutants pour savoir, ok, ça ils ont un problème de psychologie ici. Du coup, je vais faire le plan comme ça ils vont mieux gérer ça. Et par rapport à la formation, donc si on laisse déjà le débutant tout seul, on va dire en roue libre, même si tu lui donnes les meilleures informations possibles, le meilleur plan possible, les meilleurs tips possibles, il va pas réussir. En trading, vraiment, c'est l'accompagnement qui va faire la différence. Et là, quand je dis accompagnement, c'est vraiment, tu fais un call one-to-one avec la personne, tu le corriges en direct. Sans ça, je pense que autant pas acheter une formation, autant te former directement sur YouTube. Moi, je sais que je fais du call one-to-one. Les mecs de ma formation, ils vont le savoir. Mais genre, par exemple, la semaine dernière, j'en ai fait encore 2. Je prends la personne et en fait, ils ont besoin de cet accompagnement pour leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, j'ai l'habitude d'être l'armée parce que j'ai déjà géré des gens à l'armée. Et je leur dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu fais ça tu fais pas ça. Et ils ont besoin de cet accompagnement. Parce que juste vendre une formation pour dire tiens, t'as un support vidéo, tu regardes la formation, autant regarder du contenu sur YouTube. Moi, vraiment, ce que j'ai voulu améliorer, c'est cet accompagnement derrière et me servir de mon support militaire pour. Après, ça, c'est un peu, je suis un peu connu pour ça, mais je suis un peu dur. Ils vont me connaître, mais je suis un peu dur sur ça. C'est que j'ai pas, je vais pas me retenir. Je vais dire, ok, si tu veux pas ça, tu vas pas réussir. C'est le monde du trading, c'est des requins, c'est des loups. Déjà, 70% des gens perdent. Donc, c'est-à-dire, si 70% des gens perdent, si tu laisses tes émotions, si tu laisses ta psychologie rentrer et que tu prends pas le trading au sérieux, ça sert à rien de continuer. Et moi, je suis un peu, je suis aimé aussi pour ça, pour être franc, direct. Et directement, pas vendre de rêve. Et c'est pour ça mes membres, ils aiment bien ce côté-là chez moi. Mais du coup, dans ma formation, tout mon parcours militaire il est un peu retranscrit. Je fais des lives toutes les semaines où je leur dis, je leur explique des anecdotes sur l'armée, comment les mettre directement dans leur trading. Je leur dis tout ça. Et ma spécialité, c'est l'analyse technique, tout ce qui est analyse technique et probabilité. Donc, c'est-à-dire que je vais faire vraiment une analyse sur les années précédentes pour anticiper potentiellement ce qui peut se faire. Encore une fois, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer, mais dans les années précédentes, par exemple, le mois de mars, ça n'a jamais été profitable. En 2019, 2020, 2021, 2022, j'ai jamais été profitable sur mars. Et là, par exemple, donc mars 2023, j'ai pas encore été profitable. Donc les datas que j'avais récoltées, donc les données que j'avais récoltées dans mon trading, il s'avère qu'ils sont vraies, tout simplement parce qu'à chaque fois, mars, c'est pas bon. Et pareil, j'ai octobre et novembre, c'est pas vraiment ouf. Mars, c'est vraiment le plus catastrophique, mais octobre, novembre, c'est pas fou. Donc je vais me servir, par exemple, un salarié, il va
avoir ses vacances en juillet-août, parce que son entreprise elle ferme, etc. Bah, nous, par exemple, en tant que trader, sur la stratégie, par exemple, moi, ça s'appelle double structure, bah, je sais que je vais prendre mes vacances en mars, parce qu'en mars, il n'y a pas de résultat, donc autant pas trader. Je vais trader peut-être 11-10 mois de l'année, et en mars, je ne vais pas trader, parce que je sais qu'il n'y a pas de résultat là, parce que j'ai fait en amont ces recherches de résultats, etc. Et ça Bien fait sûr. longtemps que je trade. Donc voilà. Mais c'est bien de pouvoir voir aussi, de voir les choses telles qu'elles sont et d'avoir aussi le courage de se dire, bah, il y a des moments où il vaut mieux pas prendre aucune action plutôt que d'essayer d'agir et d'aller grappiller des résultats qu'on sait qu'on n'aura pas et de pouvoir aussi décanter, profiter. Je voulais revenir sur une petite question que j'avais pas prévue. Donc tu réponds que si tu es à l'aise à ce sujet-là. Mais du coup, tu parlais aussi du salaire que tu avais dans l'armée pour être à l'aise, de à peu près quel target tu avais à ce moment-là pour pouvoir te dire je sors de l'armée. Une question par rapport à Dubaï, je sais que beaucoup de personnes se disent faut beaucoup payer, il faut beaucoup sortir d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti quand tu t'es installé ici ou finalement avec l'argent qui était ta target en France, tu as pu vivre quand même ici correctement? Alors déjà, on va repartir de la base, c'est-à-dire que moi je viens d'un milieu très bas, c'est-à-dire mon père il a toujours acheté ce qui coûte le moins cher, donc quand j'arrive là-bas, au début, j'étais tombé sur une petite supérette, donc mon premier appartement à Dubaï, et j'ai connu, je sais pas comment ça se prononce, mais shawarma, non, c'est ça, ouais, les petits sandwichs petits arabes, sandwichs, pour ceux qui comprennent pas, c'est une galette, dedans il y a poulet, bœuf, etc., vous pouvez mettre des frites, de la sauce, etc. Bon, c'est un peu le kebab d'ici, on va dire, c'est un peu le kebab français d'ici, et vraiment, là je suis avec mes amis, ils sont là en train de regarder le podcast, un shawarma, donc où on était, c'était 12 AED, donc vraiment ça fait 3 euros, quelque chose comme ça, et 3 euros, 4 euros, et en vrai, n'importe qui que je ramène ici pourrait pas croire que c'est réel, surtout que là je parle d'un shawarma à la Marina, donc c'est au Carrefour, tu vas au Carrefour, tu demandes ça, et c'est une galette comme ça, elle est bien, et moi je suis petit, donc limite ça me suffit, et quand j'appelle mon père, quand je lui explique, il me dit mais c'est fou et tout, alors qu'en France, un kebab, je prends le plus bas, un kebab, boisson, etc., t'en as vite pour 10 euros, et en mode Dubaï c'est cher, Dubaï il faut vraiment beaucoup d'argent pour arriver, je pense que c'est vraiment un mythe. Et encore une fois, c'est sûr, si tu fais les plus grands restaurants de Dubaï, en fait, il faut bien comprendre, c'est que la France, il y a des limites, à Dubaï, il n'y a pas de limite. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir le shawarma le moins cher possible, et ça reste de la bonne qualité parce que où j'étais, il faisait maison, et tu peux vraiment aller à des extrêmes, des choses que personne ne pourra se payer. Et c'est en fait, je pense que les gens ils disent Dubaï c'est cher par rapport à ça, par rapport à le fait qu'il n'y a pas de limite. C'est sûr, si tu croises un restaurant où tu vois des prix 1500 euros la viande, ok, voilà, je vais bien comprendre, c'est super cher, mais de l'autre côté, il y a vraiment pour les plus bas, parce qu'ici, il y a beaucoup d'ouvriers, qui ne gagnent pas non plus fortune, et la ville aussi, ça fait une bonne partie des habitants, je pense, les ouvriers, il faut qu'ils vivent tout simplement pour eux, et donc il ne peut pas avoir des prix tout simplement vraiment... je pense qu'il y a peut-être moins de la moitié de la population qui va gagner qui gagne moins de 1000 euros par mois facilement, et je suis d'accord avec toi. Il y a un shawarma que je te recommande, on sait jamais si quelqu'un veut aller, ça s'appelle Al Ijaza, c'est sur Jumeirah. Ça s'appelle le shawarma du prince parce que le prince de Dubaï y va de temps en temps, il est vu aller là-bas de temps en temps, et c'est 3 dirhams le shawarma. 3 dirhams. 3 dirhams, donc on est encore plus bas, tu vois, c'est à peu près 70 centimes, c'est tout petit, c'est comme ça, mais c'est très suffisant, c'est super bon, et ça, on peut, comme c'est au bord de la plage, on peut prendre son shawarma, aller les plaisirs simples, c'est ce que tu disais au départ, on peut aller manger sur la plage tranquillement, donc non, mais c'est un bon retour, et je pense que c'est important quand même de l'avoir, de le dire. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un côté tentation quand on vient ici en vacances qu'une semaine, on a envie de tout faire, donc forcément on dépense. Toi, tu as tes amis ici en ce moment, le Burj Khalifa, etc. Forcément, on dépense. Mais je pense qu'au quotidien, quand on vit ici, finalement, on ne fait pas des activités tous les jours, on ne fait pas des activités tous les week-ends. On a une vie qui est quand même normale et qui est financée comme on peut le financer en France. Je ne sais pas si tu es du même avis. Mais juste pour vous couper 2 secondes, il y a quelque chose qu'il faut comprendre en France. Moi, j'aime bien, comme je dis, finance, trading, etc. J'aime bien, on va dire, tester des choses, regarder ce qui est mieux et tout. Et en fait, en France, il y a des choses chères à Dubaï, je suis d'accord, Burj Khalifa, tu vas monter tout en haut, tu peux payer cher. Mais en fait, si on compare donc toutes les activités du monde entier et Dubaï, on compare le service, on compare la qualité, on compare ce qui nous est donné, la sécurité, le cadre, la météo, avec un autre pays. Par exemple, moi, j'ai déjà dormi dans des chambres aux Champs-Élysées, j'avais un concert à côté, et du coup, j'étais obligé de me loger là parce que c'était à côté. J'étais dans des chambres pour 200 euros à la nuit, c'était vraiment, personne ne voulait dormir là. Là, tu prenais la douche, tout était cassé à 200 euros la nuit. À 200 euros la nuit ici à Dubaï,
On dirait c'est un palace. Vraiment, tout est propre, c'est refait, c'est propre de partout. Et ça, vraiment, ça fait la différence. Je pense que les gens aussi, quand ils parlent des tarifs à Dubaï, ils prennent pas en compte comment dire, le cadre. Le cadre, la météo, la sécurité et tout ce qui suit. Ben, vous connaissez, mais les Airbnb ici, c'est parfait. Il n'y a pas un défaut dans le Airbnb. Pour Airbnb en France, les voisins, ils vont faire une fête au-dessus. Là, ça n'existe pas. Et c'est beaucoup insonorisé aussi. Genre ici, vraiment, pour te faire plus grand, c'est plus... Ouais, pour te faire déranger, c'est compliqué. À part si tu ouvres ta fenêtre, il y a une voiture qui passe. Mais sinon, vraiment, c'est pour même moi qui fais des vidéos, je suis dans mon cocon, c'est bien, franchement, c'est super cool. Tu me confirmes que tu n'es pas payé par Dubaï pour faire la pub, hein? Non, je suis pas du tout payé par tout. Mais je reviens sur votre truc parce que moi, je pensais que j'allais vous révéler quelque chose sur le shawarma à 3 euros. Mais je connaissais pas du tout shawarma. C'était combien, vous avez dit 3-4 dirhams. Ah non, c'est fou. Ça s'appelle Al-Ijaza. Donc, quand tu iras, tu me feras un retour. Et ils sont vraiment bons. Et il y a la photo du shir devant. Enfin, c'est connu hein, qu'il y va de temps en temps. Pour 3 euros, on peut manger tranquillement. Quoi. C'est fou. Bien sûr. C'est fou. Je sais pas. Donc, non, mais il y a de tout pour tous les prix. Peut-être parce que pour pas que ce soit trop long non plus, parce que si les gens veulent en savoir plus, ils vont sur ta chaîne. Justement, dis-nous comment on peut te trouver, où sont tes lives, où est-ce qu'on trouve ta formation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut aller plus loin avec toi? Alors pour aller plus loin que moi, c'est très simple. Donc je vous conseille premièrement de rejoindre ma chaîne YouTube. Donc c'est Benjamin Deleuze Trading, c'est simple. Premier résultat. Je mettrai le lien en description. Non, ça va, niveau référencement, je suis pas mal. Mais voilà, vous rejoignez ma chaîne. Il y a une playlist dans ma chaîne YouTube, c'est formation débutant. Vous regardez si le trading vous plaît. Si le trading vous plaît, ben, vous pouvez continuer. Il y a juste dans ma playlist, dans les playlists de ma chaîne YouTube, j'ai formation débutant, expert, intermédiaire. Donc juste ça, tout simplement, vous pourrez vous former, voir si le trading c'est fait pour vous, voir si vous avez des résultats. Si vous commencez à avoir des résultats avec ma playlist, et ben, pourquoi pas passer au step suivant, c'est-à-dire rejoindre la formation. Donc vraiment, je vous conseille, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, attendez d'avoir des résultats avec ma chaîne YouTube. C'est pour ça que tout simplement, j'ai fondé une bonne confiance avec ma communauté, c'est-à-dire je leur donne énormément de valeur sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas du contenu bateau pour attirer dans ma formation, c'est vraiment un contenu qui peut vous aider au quotidien ou même pour faire des profits. Vous faites la playlist, vous regardez, ok, le trading ça vous intéresse, vous avez commencé pas mal de profits en démonstration, encore une fois vous ne lancez pas en réel sans être réellement formé. Ensuite vous rejoignez ma formation et vous regardez tout simplement si ça vous intéresse et voilà. Mais bien passer par l'étape playlist débutant, playlist intermédiaire et voir si le trading vous plaît avant de vous lancer dans une formation, que ce soit la mienne ou que ce soit quelqu'un d'autre. Regardez si ça vous plaît, testez et voilà. Donc là, c'est sur YouTube aussi que tu fais des lives ou... YouTube, je fais des lives une fois par mois où je fais des analyses de marché. Je donne mon avis, donc par exemple sur les actions, sur les S&P 500, de temps en temps sur le Bitcoin parce que c'est beaucoup à la mode. Mais de base, je ne traite pas le Bitcoin. Mais je fais des analyses mensuelles généralement. Je fais des analyses aussi dans ma formation un peu plus poussées, logique, un peu plus poussées, plus souvent aussi. Et j'analyse le plus souvent dans ma formation, c'est des cas typiques de mes élèves. C'est-à-dire que je vais prendre leur journal, je vais prendre leur plan, leur trading, je vais l'analyser de A à Z. Et je vais dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça t'enlève ça tu le gardes, ça tu pourrais l'augmenter. Ok, on se revoit dans 3 mois. Dans 3 mois, on verra si ça a changé. Mais vraiment, je fais un suivi. C'est la différence. La seule, c'est pas la différence, mais il y a des informations qu'on va pas trouver sur YouTube, logique. Mais la plus grosse différence pour moi entre quelqu'un qui voudrait mettre de l'argent en trading, c'est se faire accompagner. Tu peux avoir, comme je disais au tout début, tu peux avoir les meilleures informations. La seule différence vraiment qui vont faire changer cette rentabilité, ce petit mindset qui va faire transformer ton trading ou même ta rentabilité, c'est vraiment être accompagné. Un mec derrière toi qui dit ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et pour moi, c'est ce que je propose et c'est ce que je pense le mieux à faire pour aider les gens. Bah, bien sûr, de toute façon j'ai vu tes avis sont positifs, donc c'est aussi pour ça qu'on en est là, mais du coup je vais les laisser aller regarder tes vidéos, puis se faire leur propre avis, tester, etc., puis peut-être aller plus loin. J'ai l'habitude de faire ça dans mes interviews, te demander un peu quel est le mot de la fin ou quel est le conseil que tu pourrais donner à pas forcément quelqu'un qui veut être trader, mais par contre quelqu'un qui veut s'expatrier ou qui veut passer comme toi du monde du salariat au monde entrepreneur, enfin voilà. Est-ce que tu as un conseil ou un mot de la fin à leur donner? Alors moi je pense qu'il faut tout simplement pas regretter. Moi je suis quand même assez réfléchi, donc je suis pas boule de feu, je vais pas faire quelque chose et dire ok j'aurais pas dû faire ça. Je vais quand même réfléchir de base, mais je vais pas trop longtemps hésiter non plus. Je vais quand même passer le pas. Si par exemple mon expatriation ou même Dubaï ça m'aurait pas plu, j'aurais tout simplement repris mes affaires et je serais reparti en France. Mais déjà pour rien au monde ça c'est possible. Quand n'importe qui, je pense que si vous voulez venir à Dubaï, venez en vacances 2 semaines, 3 semaines. Partez un peu, testez tout, testez les visites, testez les activités, testez comment on peut vivre même avec pas beaucoup d'argent. Et avant de finir, je voulais vraiment parler de ça, mais les mythes sur Twitter, il y a pas mal de gens qui disent si t'as pas 10 000 euros par mois à gagner à dépenser à Dubaï, tu viens pas à Dubaï. Alors ça c'est entièrement faux. Je comprends pas comment il y a des gens qui laissent dire ça. Je leur dis même moi je dépense même pas 3/4 de ce qu'ils disent et pourtant je vis très bien. Tu peux vivre avec beaucoup moins que tu n'es pas obligé de dépenser 10 000 euros par mois à Dubaï pour vivre très bien. Tu peux dépenser ce que tu veux, mais c'est 10 000 euros,
voilà, c'est combien? C'est 0,1% des personnes ici dépensent 10 000 euros par mois. Donc, tu n'as pas besoin de ça pour vivre à Dubaï. Et donc, pour les gens qui voudraient se lancer, qui voudraient s'expatrier et qui auraient besoin d'un petit coup de boost, ben, croyez-moi, franchement, vous n'allez pas le regretter. Vraiment, vous n'allez vraiment pas le regretter. De par la sécurité, vous allez voir qu'au-delà des impôts, hein, au-delà de tout ce que j'ai pu citer, mais vraiment la sécurité, si vous avez des enfants, si vous avez une femme, vraiment, ça va vraiment changer la donne et vous aurez un poids en moins, tout simplement, à mettre dans la vie de tous les jours, qui est la sécurité. Voilà, c'est vraiment... Pour moi, il n'y a que des points positifs. Donc voilà. En tout cas, merci Benjamin pour ton intervention, pour le partage aussi de ton expérience, de ton expatriation, le partage aussi on va dire, tout ce qui pourrait être dit sur Dubaï et ta vision de la chose. Je pense que tu as répondu de manière honnête et transparente et c'est ce qui comptait. Donc, je te remercie beaucoup. Tu disais donc que si les gens veulent te poser des questions, qu'ils peuvent aller en commentaire. Ils peuvent venir en commentaire, je réponds à toutes les questions sur votre chaîne, donc n'hésitez pas à lister les questions que vous avez par rapport à l'entrepreneuriat, au trading ou même l'expatriation et je répondrai à tous les commentaires. Impeccable. Voilà. Moi, je laisse tous tes liens en description de la vidéo pour simplifier la tâche si quelqu'un veut aller te voir directement. Et puis, je te souhaite une longue vie à Dubaï, beaucoup de réussite. Et puis, si quelqu'un veut échanger avec toi, qu'il n'hésite pas parce que tu es quelqu'un qui est quand même très ouvert et à l'écoute. Ça marche, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Passez une bonne journée, puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.